et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le directeur régional du PAM, Programme alimentaire mondial, au centre de l'entretien, l'ouverture prochaine du centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition à Abidjan, un centre qui va couvrir la zone Afrique de l'Ouest et du centre. Coup de filet réussi par les douanes ivoiriennes, des marchandises non déclarées ont été saisies dans les communes de Makori et de Koumassi. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, s'est rendu sur les lieux pour le constat d'usage. Le fleuve abondamment cru est sorti de son lit. Depuis 2 jours, le fleuve est sorti de son lit. Une partie de la ville est donc sous les eaux, occasionnant des déplacements de la population sinistrée. Les autorités s'attellent à venir en aide aux victimes. Elles sont hébergées et des vivres leur sont distribués. Au moins 8 civils ont été tués dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans une attaque visant 2 localités de l'est du Burkina Faso. Des djihadistes agissent depuis quelques mois dans cette partie du pays. Soyez la bienvenue sur RTI1. Ajoutez votre rendez-vous culturel de samedi. Nous parlerons littérature dans ce 20h, précisément l'amour dans la littérature. Comment les écrivains abordent-ils ce thème? Quelles sont les motivations? Qu'en pensent les lecteurs? L'amour entre les lignes, ou si vous voulez, dans les œuvres littéraires. On décryptera donc le sujet avec une écrivaine ivoirienne, Hélène Lobé. Elle est enseignante à l'université de Cocody, spécialiste en communication pour le changement de comportement. Bonsoir Hélène Lobé. Bonsoir Marie-Laure. Alors vous avez à votre actif 6 ouvrages, exactement, dans lesquels vous abordez la même thématique, à savoir l'amour. Dites-nous, qu'est-ce qui explique cet attachement à ce sujet? Mais parce que l'amour fait partie de la vie et que sans amour, rien n'est possible. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Hélène Lobé. À tout à l'heure. Je vous le disais donc, je vous annonce également que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Qatar ce samedi pour une visite d'État de 48 heures. Le président ivoirien répond à l'invitation de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Ce voyage vise le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, occasion donc pour les deux chefs d'État d'échanger sur les différentes relations. Plusieurs accords de coopération seront signés. Une rencontre entre les hommes d'affaires ivoiriens et qataris est prévue. Notez que c'est la 2e fois que le président ivoirien Alassane Ouattara se rend donc à Doha après la visite effectuée en mai 2013. Sur place ici en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le directeur régional du PAM, Programme alimentaire mondial. Il était question lors de cet entretien de l'ouverture prochaine du centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition à Abidjan, un centre qui va couvrir la zone Afrique de l'Ouest et du centre. Explication avec Mama Traoré. Le PAM, Programme alimentaire mondial, a choisi Abidjan pour abriter le futur centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. En vue du démarrage effectif des activités de ce centre de référence, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, en sa double qualité de facilitateur national pour l'atteinte de l'objectif faim zéro et de président du Conseil national pour la nutrition, a échangé ce vendredi avec le directeur régional du PAM. Ce centre aura pour vocation de diffuser des bonnes pratiques autour de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Nous avons regardé une feuille de route et nous pensons aujourd'hui pouvoir signer un accord entre le PAM, le Programme alimentaire mondial, et le gouvernement de Côte d'Ivoire dès le mois prochain. On est très avancé dans le processus et nous pensons que d'ici le début de l'année prochaine, on aura ce centre opérationnel en Côte d'Ivoire. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue le 2e point clé de l'agenda 2030 relatif aux objectifs de développement durable, ODD. En la matière, le gouvernement ivoirien s'est doté ces dernières années d'une nouvelle politique nationale de nutrition et d'une feuille de route pour accélérer l'élimination de la faim et de la malnutrition. On en arrive à ce coup de filet réussi par les douanes ivoiriennes. Des marchandises non déclarées ont été saisies dans les communes de Makori et de Koumassi. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, s'est rendu sur les lieux pour le constat d'usage. Le reportage de Cheikh Koné.
C'est aux environs de 11 heures précises que le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État et sa délégation arrivent à Makori Zone 4. Dans cet entrepôt, appartenant à un célèbre groupe spécialisé dans le carrelage d'intérieur et d'extérieur, est stockée une quantité importante de marchandises. Des carreaux importés, des sacs de ciment blanc, du matériel de carrelage. Après la commune de Makori, cap est mis sur celle de Koumassi. Un second entrepôt du même opérateur est mis sous scellé. Ces marchandises importées n'ont fait l'objet d'aucune procédure de dédouanement. En droit douanier, c'est de l'importation sans déclaration. Lorsque vous importez une marchandise, vous avez le devoir de déclarer la marchandise afin d'acquitter les droits et taxes qui doivent revenir à l'État de Côte d'Ivoire. Si cette formalité n'est pas accomplie, eh bien, vous tombez sous le coup d'une importation sans déclaration. Les recoupements sont en cours. Évidemment que lorsque tout cela sera achevé, eh bien, le code douanier s'appliquera dans toute sa rigueur. Une infraction aux procédures douanières qui fait perdre des centaines de milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement a donc décidé d'engager la guerre contre tous les fossoyeurs de l'économie nationale. Nous continuons de renforcer notre degré de vigilance pour essayer de préserver l'économie nationale. Parce que ce type de comportement, malheureusement, vous en convenez avec moi, ne contribue pas à ce que l'État puisse disposer de suffisamment de ressources pour pouvoir financer notre développement. Et c'est également le lieu d'appeler les opérateurs économiques à faire le nécessaire pour être en conformité, pour être conforme aux dispositions réglementaires. C'est la meilleure sécurité. Au titre de l'année 2018, l'administration des douanes est appelée à collecter un montant de 1803,5 milliards de francs CFA. Mais rappelons qu'en 2017, sur un objectif de 1683,3 milliards de francs CFA, l'administration douanière a réalisé 1723,73 milliards de francs CFA, dégageant ainsi un excédent de 42,91 milliards de francs CFA. C'est la fin des travaux des parlementaires de la CEDEAO. Ils étaient en réunion ici à Abidjan pour mettre en route le projet de la zone de libre-échange continentale africaine. Les parlementaires de l'espace sous-régional recommandent l'exécution des accords régionaux et les conventions signées par le chef d'État africain pour une libre circulation des biens et des personnes sur le continent africain. Reportage Gabriel Zani. Accélérer le processus d'intégration sous-régionale passe par la libre circulation des biens, des personnes et surtout des capitaux, facteurs de croissance. Les parlementaires de la CEDEAO affirment avoir fait un pas de plus vers la réalisation du projet de la mise en place de la zone de libre-échange continentale au terme de 3 jours de travaux à Abidjan. C'est l'heure de la mise en œuvre et en application des règles de l'OMC. C'est l'heure de la mise en application des règles des accords de partenariat économique qu'il faut conformer aux exigences de l'OMC que nous avons signées, nous tous. Nous avons travaillé beaucoup sur ça au niveau de la CEDEAO. On parle de la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et le droit d'établissement. Aujourd'hui, il urge de noter, nous, si en tant que représentants des populations, nous prenons bras le corps cette question brûlante avec les opérateurs économiques qui ont fait des exposés, avec le secteur privé, avec les parlementaires, nous avons pris la balle au rebond. Donc il faut s'en féliciter de la grande réussite de ce forum. 320 millions de personnes occupent l'espace sous-régional CEDEAO et toute cette population a besoin de partager des activités commerciales avec celles d'autres blocs sous-régionaux que sont par exemple la CEAC, la Communauté économique de l'Afrique centrale et l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Aujourd'hui, il est question de voir comment on peut le mettre en œuvre dans chaque communauté économique régionale. Il a été demandé dans l'accord que chaque communauté, dont la CEDEAO va mettre en place un comité de suivi de l'accord. Il faut maintenant coordonner la manière de l'appliquer au sein de la CEDEAO. Cet accord, sa mise en application peut toucher directement les populations. Le concept de la ZLEC, zone de libre-échange continentale, a été évoqué le 22 octobre 2008 par les dirigeants de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, au cours d'un sommet tripartite. En 2012, il a été élargi pour inclure l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, la CEAC, regroupant les pays du centre du continent, et l'UMA, l'Union du Maghreb arabe.
La zone de libre-échange s'étend tout le long de l'Afrique, du Caire en Égypte jusqu'au Cap, l'extrême sud du continent. À terme, la ZLEC sera la plus importante zone de libre-échange avec 55 pays participants et elle pourra servir de base pour la réalisation d'une Afrique unifiée. La rencontre sur les programmes d'information des radios et télévisions publiques de l'espace CEDEAO vient également de prendre fin à Grand-Bassam, mettre tout en œuvre pour la crédibilité et la réhabilitation de l'image de l'Afrique à travers l'union ainsi que le partage du savoir-faire en termes de traitement de l'information. C'est le résumé des importants points qui retiennent l'attention des représentants de 13 pays. Ouattara Madou Walter. Des reportages et magazines de tout genre traitant des réalités du continent produits par des Africains disponibles en temps réel pour les médias de la sous-région, mais aussi en dehors. C'est ce que recommandent des professionnels des radios et télévisions publiques de la CEDEAO. Nous recommandons la prise de toute disposition utile pour la désignation de points focaux devant faciliter un meilleur partage d'informations entre les chaînes de services publics des pays membres de l'espace CEDEAO. On détruit l'image de l'Afrique, nous la refaisons, nous la réhabilitons. Et c'est ce que nous tentons de faire, mais on le fait dans l'union. Pour leur exécution, ces résolutions ont besoin du soutien de la Commission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des recommandations qui resteront dans les tiroirs, ce sont des recommandations qui seront bel et bien transmises à qui de droit. Et je pense que la CEDEAO a beaucoup même plus intérêt à voir ces recommandations être mises en œuvre. Se félicitant de l'initiative, le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI annonce déjà la mise en marche de la plateforme d'échange professionnel. Je suis très satisfait des résultats que nous avons réussi à obtenir. Nous avons des mesures que nous pouvons mettre en place dès la semaine prochaine, c'est-à-dire le réseau de correspondants qui peuvent intervenir dans les éditions du journal. Lorsqu'il y a un événement dans un pays, nous avons une base de données de correspondants qui peuvent intervenir au téléphone dans les éditions du journal. Donc c'est très concret et ça va dépendre de l'actualité brûlante dans ces différents pays. Et le deuxième niveau, c'est que chaque chaîne va pouvoir, dans les prochaines semaines, mettre chaque jour des éléments qui sont disponibles pour les autres chaînes. Pour les participants, c'est un nouveau départ qui sera bénéfique pour toute l'Afrique. I'm actually pleased to be here. Mettre ensemble nos possibilités, nos capacités et de présenter donc une Afrique qui est plus reluisante, une bonne image parce que habituellement ce qu'on présente de l'Afrique, c'est plutôt des images qui ne sont pas forcément donc faites par nous-mêmes. Derrière les actions de ce réseau des radios et télévisions publiques se trouve la volonté de promouvoir l'image d'une Afrique conquérante et qui avance sur le chemin du développement. Le forum initié par l'Union internationale des télécommunications à Durban en Afrique du Sud a également pris fin. La Côte d'Ivoire y a pris part. La délégation ivoirienne a porté sa candidature comme membre du conseil de l'IUT, mais aussi s'est imprégné des bonnes pratiques pour la réalisation d'une politique de digitalisation plus accrue. Franck Wadio est notre envoyé spécial. Dans cette salle, des ministres, des représentants d'entreprises privées et les membres du comité de pilotage de l'Alliance Smart Africa. Une rencontre stratégique. La Côte d'Ivoire présente au Forum de l'Union internationale des télécommunications de Durban en Afrique du Sud a multiplié ce type de rencontres. Accélérer la digitalisation, s'inspirer des meilleurs exemples pour fonder les bases de villes plus intelligentes. Le sens des travaux ici. Le ministre Claude Isaac D, accompagné du directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications Bilé Diméléou et d'une forte délégation a porté la candidature de la Côte d'Ivoire dans l'une des hautes instances de l'IUT. Nous avions lancé de façon officielle avec une affaire étrangère la campagne pour la candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'IUT. Donc en marge de ce séminaire, nous avons eu beaucoup de rencontres. Nous homologues des pays, à la fois des pays européens, des pays asiatiques, des pays au Moyen-Orient, Amérique du Sud, Amérique du Nord, pour parler de la candidature de la Côte d'Ivoire. Une position stratégique qui place la Côte d'Ivoire au rang des décideurs mondiaux de l'économie numérique. Le pays participe déjà régulièrement au Forum international des télécommunications. Et ici, il y a un focus qui a été fait sur les villes intelligentes. C'est pour moi une thématique qui représente un fort potentiel
pour le développement de nos entreprises locales. Et donc ce que nous avons gagné ici, c'est de pouvoir aujourd'hui orienter les acteurs locaux sur, on va dire, la vision de l'État de Côte d'Ivoire en matière de ville intelligente. Un secteur en nette progression selon le directeur général de l'ANSUT. Des transformations de nos villes. Ce qu'il est important de retenir, c'est que ces transformations ne pourront être portées que par des entreprises qui sont, on va dire, locales, qui sont de l'environnement immédiat dans lequel nous sommes. Donc c'est aujourd'hui pour l'État de Côte d'Ivoire la possibilité à la fois d'améliorer la qualité de vie des entreprises et des populations, mais c'est aussi l'opportunité de faire grandir un secteur qui, je le pense, est un secteur d'avenir, celui des TIC. De quoi espérer pour le développement du secteur? Au niveau des infrastructures, la Côte d'Ivoire entend achever les 7000 km de fibres optiques qui vont permettre aux opérateurs de basculer de la 4G vers la 5G. Le forum EUT ayant été le lieu de voir l'état d'avancement des tests opérés par certains pays africains tels l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire a l'honneur à la 8e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique. C'est du côté de Kigali au Rwanda. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Coulibaly Sangafoua. Et notez que des lobbying ont payé puisque d'importants financements sont annoncés dans le secteur agricole ivoirien. On en sait plus avec Cheikh Koné. Après avoir abrité avec succès la 7e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique AGRF à Abidjan en 2017, la Côte d'Ivoire a été à l'honneur au 8e round de cet important forum à Kigali, la capitale rwandaise. Une participation qui aura tenu toutes ses promesses, car la Côte d'Ivoire fait désormais partie des pays pouvant bénéficier des financements AGRF issus de leurs partenaires tels que la Fondation Bill et Melinda Gates et Rockefeller. Une bonne nouvelle pour le secteur agricole ivoirien. Déjà en 2017 à Abidjan, au cours de la 7e édition, plusieurs accords d'une valeur de 3 250 milliards de francs CFA ont été signés dans des filières agricoles comme l'huile de palme, la pomme de terre et le riz. C'est à juste titre qu'à Kigali, lors de la table ronde ministérielle, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a saisi l'occasion pour partager l'expérience ivoirienne et situer les enjeux majeurs du développement d'une agriculture africaine durable et efficace dans la lutte contre la pauvreté. Le défi pour nous n'était plus la production, même si à ce niveau nous aspirons toujours à moderniser notre moyen de production, mais le défi était surtout vraiment de passer à l'échelle de la transformation. La décision a été prise d'attirer le secteur privé, de les encourager à investir dans la transformation de ces deux produits phares de manière à entraîner toute l'agro-industrie. L'un des objectifs de ce forum est de permettre au continent de réaliser ses objectifs de développement en tirant pleinement profit de la petite agriculture ainsi que de l'agro-business, mais également devenir une plateforme par excellence de discussion, d'élaboration de plans et surtout de financement nécessaire au développement de l'agriculture en Afrique. Je suis persuadé que AGRA doit jouer un rôle aussi pour permettre aux États, à l'Union africaine, à tous les partenaires, de faire des progrès dans l'accroissement de l'investissement, qu'il soit public ou privé, dans le secteur agricole. La cérémonie d'ouverture de la 8e édition de l'AGRF s'est faite en présence de plusieurs personnalités au nombre desquelles le président Paul Kagame, Nana Akufo-Addo du Ghana et l'ex-premier ministre britannique Tony Blair. Environ 2300 délégations comprenant des institutions financières, des gouvernements, des acteurs de la société civile et des entreprises ont pris part à ce forum à travers des échanges B2B. L'occasion était toute trouvée pour la délégation ivoirienne de réaffirmer le leadership de la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole en Afrique. On s'intéresse maintenant à cet appel au soutien au chef de l'État lancé aux populations de Kwasi Datekro. En meeting dans plusieurs localités de cette sous-préfecture, Kobena Kwasi Agumani a invité les militants du RHDP à resserrer les rangs autour des actions du gouvernement. Il a par ailleurs inauguré une infrastructure scolaire. Explication détaillée avec Michel Digré. C'est une infrastructure scolaire qui viendra soulager élèves et enseignants de l'école primaire de Krakro dans la sous-préfecture de Kwasi Datekro. Et pour cause, on avait une école qui était dénommée École Zassa. Une partie de l'école se trouvait à l'école maternelle, une autre partie à l'école islamique.
et puis la dernière partie à l'école 2. Aujourd'hui, nous avons les 6 classes au complet, donc c'est un jour inoubliable pour moi. L'école Zaza ne sera qu'un lointain souvenir. C'est pour cette raison et bien d'autres que l'initiateur du mouvement sur les traces de Houphouët-Boigny invite les militants du RHDP à faire bloc autour des actions gouvernementales. Ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, le développement est entre les mains du président Alassane Ouattara. Nous devons le soutenir. Et la meilleure façon pour votre fils Adjoumani de l'appuyer dans ce développement, c'est de mettre en place le mouvement politique sur les traces d'Houphouët-Boigny. Moi, Adjoumani, je suis engagé à aller jusqu'au bout parce que je sais qu'au bout du compte, c'est le bonheur partagé pour tous les Ivoiriens. Kobena Kwasi Adjoumani a par ailleurs annoncé la poursuite de l'électrification rurale ainsi que divers autres travaux qui à terme devront booster le développement du Kontougo. Et on reste sur le terrain politique avec cette fois-ci le secrétariat national de la fonction publique du Rassemblement des Républicains qui a procédé aujourd'hui à Cocody au lancement de ses activités. L'événement a donné droit à un séminaire au cours duquel les participants ont réfléchi sur les conditions pour l'épanouissement des fonctionnaires ivoiriens. Olivier Iriebi, Gabriel Zani pour le reportage. Le Sénafope, secrétariat national de la fonction publique du Rassemblement des Républicains, veut contribuer à rendre dynamique le secteur de la fonction publique. Pour permettre à ses membres de mieux comprendre ses objectifs, un séminaire a été organisé. Ce séminaire se propose de mettre à la disposition des autorités compétentes des outils pertinents, susceptibles d'impulser, dans la mesure du possible, la redynamisation déjà en cours de la fonction publique, afin de participer activement à la réalisation des objectifs de l'émergence de 2020. Selon les initiateurs, cette rencontre va aussi permettre de faire des propositions pour le renforcement de la bonne gouvernance à la fonction publique. Ce séminaire voudrait indiquer des pistes en vue de renforcement de l'application de la politique genre de la Côte d'Ivoire à la fonction publique. Soumettre des facteurs liés à la formation syndicale des fonctionnaires. Suggérer des actions visant l'épanouissement durable des fonctionnaires. Le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, par ailleurs marraine de ce nouvel organe de réflexion, a pour sa part félicité cette initiative. Selon lui, les objectifs du Sénafope s'inscrivent dans la droite ligne du développement du pays. Créé en juin 2018, le secrétariat national de la fonction publique du Rassemblement des Républicains compte en son sein plusieurs adhérents, membres du RDR. La structure ambitionne d'ouvrir ses portes aux autres membres du parti du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti unifié. Voilà, je vous l'annonçais dans les titres. Depuis 2 jours, le fleuve Bandama est sorti de son lit. Une partie de la ville est sous les eaux, occasionnant des déplacements de la population sinistrée. Les dégâts matériels sont importants, mais pas de pertes en vie humaine. Cette situation est le fait de pluies abondantes, non pas à Zionoula, mais dans le nord du pays, d'où part le Bandama. Les autorités ont donc pris des mesures pour héberger les populations sinistrées. Justement, pour en savoir davantage sur cette situation, nous avons en ligne le premier adjoint au maire, M. Yacouba Touré. Bonsoir, M. Yacouba. Alors, dites-nous, quelle est l'ampleur de cette situation? Aujourd'hui, en proie à une catastrophe naturelle, c'était imprévisible. Il s'agit du fait que le Bandama ait quitté son lit et cela a provoqué l'inondation des populations riveraines. Lorsque nous avons été informés de cet état de fait, nous nous sommes rendus sur les lieux et nous avons effectivement remarqué que des habitations étaient fortement inondées. Nous avons fait remonter l'information au niveau de notre hiérarchie. Le maire Yao Clément a tout de suite pris la décision de faire arrêter toutes les activités en cours au niveau du foyer polyvalent. En le faisant, il a pris la décision de faire du foyer polyvalent un centre d'accueil des sinistrés, des personnes qui sont sinistrées, parce que les maisons de ces personnes étaient fortement, sont fortement inondées. On a jugé utile de mettre à leur disposition le foyer
pour les recevoir. Une fois sur les lieux, nous les avons pris en charge. Je suis inspecteur du maire, Yao Clément. Nous les avons pris en charge en termes de vivres. Il a fallu leur apporter de l'eau et du riz. Nous nous sommes retrouvés chez le préfet. On a pris le pouls de la situation. Nous avons reçu les sapeurs-pompiers. Ils se sont rendus sur les lieux. Ils ont apprécié. On est passé voir les sinistrés. Et puis le niveau d'eau. Ils avaient même prévu cet après-midi une plongée pour évaluer la profondeur de l'eau. En tout état de cause, il y a inondation. Le Bandama est sorti de son lit. Nous avons fait ce que nous pouvions. Nous continuons de faire ce que nous pouvons, mais nous avons espoir d'attendre des appuis parce que nous sommes limités en termes de moyens. Alors, que pouvez-vous dire sur l'ampleur des dégâts? Oui, fort heureusement, jusqu'à ce jour, nous n'avons constaté aucune perte en vie humaine. Les pertes sont d'ordre matériel et il y a des personnes qui n'ont pas pu sauver des effets personnels. Voilà. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Voilà, il n'y a pas eu de perte en vie humaine et justement des solutions sont envisagées pour faire face à cette situation. Merci au premier adjoint au maire, Yacouba Touré, avec qui nous étions en ligne. Hors de la Côte d'Ivoire, au moins 8 civils ont été tués dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans une attaque visant 2 localités de l'est du Burkina Faso où des djihadistes agissent depuis quelques mois. Le pays est confronté depuis 3 ans à des attaques. La capitale, Ouagadougou, a été frappée par 3 attaques en 2 ans qui ont fait au total près de 60 morts. La dernière s'est produite en mars dernier visant l'état-major des armées et l'ambassade de France. Place maintenant à la page culture de ce 20h. On commence avec la 3e édition du film ivoirien au Maroc qui se déroule à Rabat. 7 films ivoiriens au menu de ce programme de coopération cinématographique Sud-Sud. On en sait plus avec Serge Collier, notre envoyé spécial. C'est donc ici que ça se finit. Kamissa, de l'acteur-réalisateur Guy Kalou, ouvre la 3e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc. Cet aperçu du 7e art ivoirien, livré en 119 minutes, relate le drame des grossesses précoces en milieu scolaire. D'abord, moi, je suis très ravi de rencontrer les cinéastes ivoiriens ici à Rabat. Je me réjouis de voir un film qui parle de la société ivoirienne. Nous, en tant qu'étudiants ici au Maroc, n'avons pas la possibilité d'être en Côte d'Ivoire dans les salles pour voir les films. C'est une superbe opportunité pour nous de pouvoir voir ces films ici. C'est toujours comme ça, jamais qu'il faut. En tant que médecin, nous rencontrons aussi ces cas de jeunes filles précocement mères. C'était ça notre objectif principal, au-delà de la fiction, au-delà de l'aspect ludique, de faire passer un message sur l'éducation sexuelle et comment combattre justement l'ignorance sexuelle. 7 longs métrages ivoiriens seront projetés durant cette semaine du film ivoirien. La coopération avec le Maroc dans cette volet de coproduction, de production, d'assistance en matière de formation donne de bons résultats. Les réalisateurs qui sont venus, ce sont les meilleurs du moment. Je peux vous dire que le ministre de la Culture et de la Francophonie, il veille à regarder lui-même tous les films avant qu'ils soient sélectionnés pour les présenter ici. Il s'agit de la vitrine de la Côte d'Ivoire. On a de la coopération très forte entre les deux pays. Le festival et la culture, ce sont parmi les meilleurs axes de relations entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est la 3e édition, espérons d'autres éditions dans l'avenir. Représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, son Excellence Idrissa Traoré, salue le ministre de la Communication et des Arts du Maroc, ainsi que le directeur du Centre cinématographique marocain pour leur engagement dans cette coopération. L'ambassadeur a également traduit l'amitié du chef de l'État ivoirien au roi du Maroc. Et on arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve, Hélène Lobé, pour parler de l'amour dans la littérature. Alors, d'abord, donnez-nous votre perception de l'amour. L'amour ne passera jamais. C'est ce dont nous devons être sûrs.
les écrits le disent, l'amour ne passera jamais. L'amour n'a pas de fin. C'est déjà ça ma perception. D'accord. Alors on dit qu'il existe 3 types d'amour. Vous êtes d'accord? Eros, Philéo et Agapé. Dans quel registre vous vous situez? Un peu de tout, mais j'aime bien l'Eros. L'Eros. Alors l'amour dans la littérature ivoirienne a bien une histoire. Comment le sujet a évolué? Comment donc a évolué le thème de l'amour dans notre littérature? On va regarder ensemble ce reportage de Salima Toudia et Christelle Menon et on va en discuter par la suite. La littérature ivoirienne, c'est d'abord du théâtre, au sortir de l'époque coloniale. Bernard Dadier, Kofi Gado et Joseph Hamon Dabi, les pères fondateurs, y critiquent la société coloniale afin de provoquer un changement de mentalité. Dans les années 40, d'autres genres littéraires font leur apparition. Le conte moderne, la poésie, la nouvelle et le roman font leur entrée sur scène. Akeloba est un pionnier, il écrit en 1960 Kokumbo, l'étudiant noir. Des classiques qui ont marqué les premières heures de la littérature ivoirienne. Le thème de l'amour est toujours présent et connaît une ascension avec Isaïe Biton Koulibaly, l'écrivain ivoirien, grand défenseur de la cause féminine. Son plus grand succès sera en 1987 avec son recueil de nouvelles « Ah les femmes ». 5000 exemplaires vendus en un mois, un record dans l'édition africaine. Le lit et tout le mariage, sorti 22 ans plus tard, est classé parmi les meilleures ventes. Idylle, tourment de cœur, épines et joie du mariage, l'amour hante les pages des romans à l'eau de rose. La collection Adoras porte à son apogée le thème de l'amour dans la littérature ivoirienne. Populaire, accessible, les histoires de coups de foudre, des obstacles à vaincre et des orgueils à ravaler par amour séduisent plus d'un. 36 000 livres vendus dès les 2 premiers mois. Les auteurs féminins contemporains ont aussi la plume sentimentale. Anzata Ouattara, Hélène Lobé, Marie-Hélène Amangwa et aussi Regina Yaou avec Coup d'État. Une histoire d'amour sur fond du premier coup d'État en Côte d'Ivoire. L'amour inspire les auteurs ivoiriens. La littérature trempée d'eau de rose a encore de beaux jours en Éburnie. Voilà, l'amour et la sexualité sont considérés comme des sujets tabous sous nos cieux. Alors d'où est venu le déclic pour que ce thème soit abordé ouvertement aujourd'hui dans nos ouvrages, comme vous le faites dans vos ouvrages? Ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est que malgré la crise, les auteurs ont plus fait sortir des œuvres qui parlent d'amour. À croire qu'il faut mieux faire l'amour que faire la guerre. Et donc, de plus en plus, tous les écrits parlent d'amour. Tout tourne sur l'amour et de toutes les façons, s'il n'y a pas d'amour, rien ne peut se faire, comme je disais tantôt. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence dans le traitement avec les auteurs africains, précisément ivoiriens et ceux de l'étranger? L'amour, c'est d'abord 2 êtres qui se rencontrent, qui s'aiment et qui s'unissent. Et sous tous les cieux, c'est pareil. Qu'on soit en Chine, qu'on soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est toujours 2 êtres qui se rencontrent, qui s'aiment et qui s'unissent. Alors, le traitement n'est vraiment pas différent. La seule chose, c'est que dans nos écrits, nous, Africains en général, on n'est pas trop portés sur les détails. Surtout les descriptions, même vous en faites dans vos ouvrages? Oui, beaucoup. Pourquoi? Mes ouvrages sont un peu didactiques. Je peux dire qu'en me lisant, on apprend certaines choses quand même. Et justement, en Côte d'Ivoire, dans notre pays, la lecture est réduite à une fonction utilitaire pour les études, par exemple. Alors, le thème de l'amour, est-ce que ça fait vendre? Ah, le thème de l'amour a fait vendre à Isaïe Biton Koulibaly le plus grand nombre de livres qu'on n'a jamais vendus en Côte d'Ivoire. Le thème de l'amour fait vendre les livres de Fatou Cissé. Le thème de l'amour fait vendre les livres de Hélène Lobé. Donc, je pense que le thème de l'amour, c'est vraiment la clé pour mieux vendre. D'accord. Et est-ce que tous les lecteurs peuvent lire les ouvrages d'Hélène Lobé? Il y a quand même une tranche d'âge, quand même. Pourquoi? Parce que, justement, vous décrivez des scènes... Mais elles sont très pudiques. Elles sont très pudiques. Je décris des scènes, mais vraiment enrobées. Il faut beaucoup d'imagination pour pouvoir comprendre ce que je dis. Donc, il faut être un peu averti quand même. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes auteur de 6 ouvrages, dont Amour, d'amour et d'amitié, et Au-delà des tourments, voilà, qui retrace la vie conjugale d'un homme qui, après avoir offert son cœur à sa femme, se verra abandonné par celle-ci. Alors, dites-moi clairement, est-ce que l'amour est finalement comme une croix à porter? L'amour a des épines, selon vous? On compare souvent l'amour à la rose. C'est un sentiment merveilleux, mais c'est un sentiment qui blesse aussi parfois. Il vous élève et il vous crucifie aussi souvent.
Et là, c'est un homme justement qui pleure dans votre ouvrage, Au-delà des tourments. C'est pas souvent que ça arrive, les hommes qui pleurent. Du moins, on ne les voit pas pleurer. Et Au-delà des tourments permet de jeter un regard sur un homme qui pleure. Parce que c'est des choses qui arrivent. Seulement, comparé à une femme qui va s'épancher, les hommes ne parlent pas. Donc, on ne sait pas quand ils ont mal. Alors, que pensez-vous de la collection Adoras qui s'est bien vendue il y a quelques années ici en Côte d'Ivoire? Oh, ça continue de bien se vendre de toutes les façons. Adoras, c'est l'équivalent de Harlequin. Donc, on dira Harlequin à la sauce ivoirienne. Et justement, Adoras a permis à beaucoup de lecteurs de se connecter au livre, puisque ça raconte des histoires d'amour et que dans les histoires d'amour, on se retrouve tous. Et ça vous a inspiré, vous? Non. Mais c'est quand même des histoires d'amour que j'écris, pas Adoras, mais des histoires d'amour qui puisent dans la réalité. La plupart des gens, quand ils me lisent, se retrouvent. Et j'ai déjà entendu des dames et des hommes dire « Tu as déjà entendu parler de moi ?» C'était pas leur histoire, c'est une histoire qui ressemblait juste à la leur. Alors, pensez-vous que cette littérature a influencé notre façon d'aimer? Influencé? Non, je Prenons pense... votre cas. Bon, alors je dirais que lorsqu'on lit une histoire d'amour ou une œuvre d'Hélène Lobé, on se rend compte que, en fait, on n'est pas seul. Il y a des gens qui ont vécu des histoires similaires, analogues. On sent qu'on n'est pas seul. Et c'est ce qui est intéressant dans la littérature romanesque. Et ces œuvres intéressent beaucoup de lecteurs. Oui. Ça pourrait même inculquer le goût de la lecture? Complètement. Merci beaucoup, Hélène Lobé, en tout cas d'avoir été notre invitée de la page culture de ce 20h. Je vous en prie. Vous restez avec nous. On va repartir au Qatar où le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce samedi. Il répond à l'invitation de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour une visite officielle de 48 heures. L'occasion donc pour les deux chefs d'État d'échanger sur les relations de coopération entre les deux pays et les voies et moyens de les renforcer. Notez que c'est la deuxième visite du président Alassane Ouattara au Qatar après celle de mai 2013. Continuez de vivre et de penser amour. On se retrouve très bientôt pour un autre journal.